Il a choisi son destin. J'ai juste la chance. Monsieur le maire, nous avons son adjoint et nous avons également un membre, un partenaire à nous qui représente la famille Ngomo, qui a sponsorisé notre grand tournoi du Songo. Moi qui parle, je suis Pénan Diebomam, je suis membre fondateur de l'ONG Génération Ekan. L'ONG Génération Ekan, en gros, c'est une ONG qui milite pour le savoir africain en général et du peuple Ekan en particulier. On puise dans la langue pour véhiculer notre communication et nos savoirs. Aujourd'hui, nous clôturons l'année 2022. Après Siko Ekan, nous fermons aujourd'hui nos activités culturelles. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur le maire. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à la mairie du 5e arrondissement, qui est notre maison commune. Nous sommes actuellement frappés par un malheur. Nous avons perdu le deuxième adjoint, Igor Mendombira. Donc je demanderai à tout le monde de bien vouloir se lever afin de marquer une minute de silence en sa mémoire et une pensée pour lui en ce jour où nous sommes quand même un peu dans un changement d'idées et dans la joie. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Alors je réitère la bienvenue à tous les invités, à tous les participants. La première partie du tournoi a commencé. Nous avons pu observer, regarder les compétiteurs. Nous voyons qu'aujourd'hui c'est un tournoi de haut niveau. Nous sommes dans de la compétition de haut niveau. Et je tiens à féliciter vraiment l'association, l'ONG Génération Ekan, Monsieur Ngomo Thierry. Nous avons besoin de beaucoup d'hommes comme vous pour encourager la culture africaine. Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un tournoi qui est un sport stratégique cérébral, mais qui est d'origine africaine. Donc c'est un honneur et nous encourageons énormément ce genre d'activité. Et c'est la première édition aujourd'hui. Nous espérons que chaque année, vous puissiez organiser des éditions encore plus intéressantes. Bravo aussi pour le spectacle de tout à l'heure, qui sera un spectacle culturel, qui représentera encore la génération Ekan. Donc félicitations encore et vous avez tout notre soutien. Tout à l'heure, on espère que les populations seront là et que nous passerons du bon temps, tout en gardant en mémoire tous les disparus, y compris notre adjoint. Monsieur le maire a affronté tout à l'heure Monsieur Vivi, les yeux bandés. C'était un match intense, nous avons beaucoup apprécié. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables invités, bonjour. Nous sommes réunis ce jour pour la célébration de notre journée culturelle qui marque la clôture de notre année associative. Il y a près de 2 siècles que nos aïeux avaient atteint les berges de l'océan Atlantique dans leur course effrénée à la conquête du nouveau soleil couchant. Au départ de l'empire de l'Uri ou Uti, ou encore au Kri, dont les royaumes fédéraux furent Longa Irak, c'est-à-dire l'Irak actuel, les Kana, latinisé Canaan,
Lausanne, la péninsule arabique, Longon Chine, la grande basse Égypte, Longozan, la région du lac Tahana, du fleuve Aber, appelé Nil Bleu, de l'empire d'Assoum, puis de l'Éthiopie métropolitaine, à travers l'Ossawa, région de l'actuel Addis Abeba, le Wolo, le Ngonda, la Tunisie, Ngonda, le Kara Atum, actuel Khartoum, et un peu plus loin, le Damboa. Nos aïeux se sont toujours déplacés avec leur culture et embrassé celle des peuples amis. Cela fait de nous un peuple hospitalier. Ils ont bâti des villages que nous voyons aujourd'hui. Ils ont donné des noms aux fleuves, aux rivières et bien d'autres. Ils nous ont laissé une civilisation. Oui, nous sommes cette génération qui a décidé de valoriser cette civilisation. Oui, nous sommes cette génération qui a décidé de la partager avec des peuples frères. Car il y a un adage écan qui dit, je cite, « Si tu ne peux pas être un pont qui unit les peuples, ne sois pas un mur qui sépare les peuples. » Fin de citation. Nous remercions Monsieur le maire du 5e arrondissement et son équipe de nous avoir offert cet espace avec ses accessoires. Nous remercions nos différents partenaires qui ont apporté leur soutien multiforme, à l'instar de la famille de Feu Tira Ngombe. Nous sommes les descendants d'Afirikara, Karakoba, Kobata, Dama, Mango, Ngozan, Zamara, Amaransem, Semenon, et Norset, Seradama, Adamsi, Sizama, Zamayamabe, Mabombe, Mpe Zokomo, Zokomamba, Mbabi Koko, Pikoko Bizo, Zobi Yemayema, Yemayemimpu, Mikurmeki, Akingos, Ngoseyo. Que la fête commence et que Dieu nous protège. Je vous remercie. Merci monsieur. Merci beaucoup. Pour la petite histoire également, pour ne pas voir notre jeu mourir, nous avons rédigé un livre. C'est le premier livre de Senghor qui parle du système MPIM qu'on pratique au Gabon. Ce livre a été rédigé par l'ONG Génération Lacan, donc par moi, et avec la contribution des grands maîtres joueurs qui sont ici dans ce temps. Je peux citer Vivi, je peux citer Narcisse, je peux citer dans mon coin le reste. Donc le livre est là, il est sur commande, il est consultable, il n'est pas écrit enfant. Il n'est pas écrit enfant. Le livre est en français et chaque personne peut le prendre, soit pour lui, soit pour ses enfants. Comme le partenaire vient de le dire, le Songo mène à l'excellence. Tout praticien de Songo est un excellent calculateur. Et le Songo mène également à un esprit scientifique. Il développe ses capacités de réflexion qui sont, j'ai l'habitude de le dire, 1000 fois plus rapides que l'ordinateur moderne. Donc nous pouvons arriver, et avec notre partenaire, la famille Ngomo, nous n'allons jamais laisser mourir le Songo. C'est pourquoi nous avons fait cette première édition, qui n'est qu'une première édition, qui n'a que ce prix que vous connaissez, mais les prochaines éditions seront, comme on dit en français du quartier, horribles. Je vous remercie.
nous allons continuer avec la conférence, la première conférence. Je vais donc demander aux joueurs de Songo de rejoindre les tabliers parce que leur match dure. Ils vont rejoindre les tabliers. Le conférencier sera un juriste qui traite tout ce qui est femme, tout ce qui est mariage, tout ce qui est dot. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans la société gabonaise. De telle sorte que lorsque un partenaire décède, généralement, il y a des problèmes qui sont soulevés à gauche et à droite. Soit c'est les enfants qui sont mis dehors comme des panupiers, soit c'est la femme qui est mise dehors comme... voilà. Mais non, il faudrait que la justice nous dise. Est-ce que la tradition, est-ce que la justice, quelle est la voie qu'on doit suivre pour vivre en ville et non au village? Donc M. Gaëtan Mongo, qui est directeur général du cabinet Mongo, va nous édifier sur tous ces côtés pour que nous aussi, nous ne commissions pas des erreurs. Très important pour nous, pour tout le monde, surtout pour les écoles. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Nous constatons plusieurs agissements négatifs dans la société. Donc nous avons des conférenciers qui sont arrivés, qui sont là, prêts pour vous édifier sur ces thématiques. Merci. Honorable invité. Je voulais les admettre qu'il a ici les deux. Nous allons commencer par le thème du jour. Nous souhaitions que tout le monde essaye un peu d'écouter et de prendre note. Parce que c'est un problème qui nous arrive parfois, qui arrive à nos frères, nos sœurs et nos amis. Le thème, je rappelle, c'est le mariage coutumier, droite et règles de la succession au Gabon. Je ne vais pas garder le micro longtemps. Je donnerai la parole à M. Thierry Ngomou qui va commencer. Bien, merci. Je voudrais déjà d'abord saluer cette assemblée et indiquer que le conférencier qui avait été contacté pour faire cette conférence, c'est M. Ngomo Priva, qui est un érudit en termes de tradition chez nous, qui est un élève brillant de Thierry Bianco, Marcelin, que nous connaissons tous comme étant également un érudit culturel de nos traditions. Il n'a pas pu être là malheureusement, et donc il m'a été demandé de pouvoir le remplacer. Nous allons parler de mariage coutumier, de la dot et de la succession. Je vais me contenter pour ma part de m'appesantir sur le mariage coutumier et la dot, tandis que mon collègue à côté va s'appesantir sur l'aspect d'ordre successoral. Je voudrais que nous fassions tous l'effort de comprendre qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation qui est assez malaisée sur le plan, on va dire, sur le plan, je dirais, psychologique, parce que nous sommes issus d'une tradition qui fait face aujourd'hui à des changements dus à la modernité. Donc, en permanence, nous sommes obligés de nous adapter à ces choses-là. Et parfois, comme les paradigmes ne sont pas les mêmes, on arrive à des problématiques qui semblent être insolubles. J'en veux pour preuve le fait que jusqu'à présent,
vous connaissez le débat qu'il y a autour de la dot, autour du mariage coutumier. Je rappelle que la dot est interdite dans notre pays depuis 1963. Pourtant, c'est un événement qui continue à être appliqué, malgré tout. Le mariage coutumier n'est pas reconnu par la loi, alors que c'est une pratique qui se fait et qui a même un impact beaucoup plus grand sur les couples que le mariage civil. Donc tout ça fait en sorte que nous sommes en fait dans une situation assez instable, où on doit à la fois réfléchir par rapport aux traditions et s'adapter aux exigences de la modernité et de la légalité contemporaine. Donc, pour comprendre ces choses-là, je pense qu'il faut aller à l'essentiel, c'est-à-dire lorsqu'on parle aujourd'hui du mariage coutumier, de la dot, on va directement aller à l'essence même de la tradition relative donc à la dot et au mariage coutumier. Je vais vous présenter donc mon exposé en 3 parties. La première partie, je vais m'appesantir sur la définition du mariage coutumier. Ensuite, je vais vous parler des procédés qui existaient en milieu écran, sur le plan traditionnel. Et enfin, je vais vous parler de l'effet de la dot dans le couple, la famille. Et je vais rapidement faire un tour sur les successions par rapport à la dot. Alors, il faut comprendre une chose. Sur le plan de définition, le mariage dans la tradition écran, c'est une alliance entre 2 moyens. C'est une alliance entre 2 peuples, 2 moyens. Et c'est extrêmement important à retenir, parce que vous voyez que c'est différent du mariage civil qui lie 2 individus devant la loi. Le mariage coutumier lie 2 familles, on dit 4 familles, parce que chaque personne étant issue de 2 familles, celui du père, enfin celle du père et celle de la mère. Et donc c'est ça le mariage chez nous. C'est 2 peuples, 2 clans qui se lient. Et vous allez voir que ça a des répercussions dans tous les aspects de la vie après cette alliance-là. Il faut également savoir que c'est une alliance entre 2 moyens qui ne sont pas apparentés par le sang. C'est extrêmement important de le savoir. Les gens qui se marient ne sont pas apparentés par le sang. C'est pour ça qu'il est fondamental jusqu'à présent, quand vous rencontrez une femme, une fille, ou bien quand une fille rencontre une fille, que tout de suite leur rapport soit défini par rapport à leur généalogie. Donc c'est important de savoir que moi qui suis par exemple Eba, je rencontre une femme, j'ai le devoir de lui demander d'où elle vient. C'est important. Et je dois avoir en tête le fait qu'il y a des correspondances entre les différents aïeux. Si je suis Eba, par exemple, je ne peux pas épouser une fille Emessem. Parce que Emessem et Eba, c'est la même chose. Mais là, il faut le savoir, il faut le connaître. Si elle est Oyok, les gens d'ici, c'est aussi une Eba. Je ne peux pas me permettre d'engager avec elle des relations qui conduiront au mariage. Ça serait bloqué. Donc il est important d'avoir en tête cela. Les mariages chez les écrans sont des mariages exogamiques, hors du sang. Et ce sont des mariages qui lient des familles, pas des individus, des familles. Voilà pour ce qui est la définition. Pour ce qui est maintenant du procédé, il faut comprendre que il y avait dans le temps 3 types de mariages reconnus. 3 types de mariages reconnus. Il y avait le mariage, on va dire, qu'on appelait la réservation, c'est-à-dire que avant même que la personne ne naisse, dès qu'on a connaissance qu'une femme est enceinte, on espère que ce soit une fille ou un garçon. Déjà, on avait lié cet enfant dans le ventre déjà à une famille. C'était des promesses, c'était parfois entre amis,
on décide de lier nos familles, on décide que le prochain qui se marie, enfin, la prochaine personne qui naît, si c'est une fille, elle va épouser mon fils ou bien je vais l'épouser. C'était comme ça. Donc il y avait des réservations. Parfois même la personne qui était pensée, moi disait que le premier enfant que tu feras, la première fille que tu feras, elle sera mariée à telle personne. C'était d'abord ça, les formes de mariage. Et quand la personne naissait, la dot, parfois même la dot était même donnée pendant que la personne est dans le ventre. Donc lorsqu'elle naît, après l'avoir sevrée, elle rejoignait le village de son mari. Et elle grandissait dans le village de son mari en pensant que c'était ses parents à elle. Et parfois, lorsqu'elle avait atteint l'âge de puberté, on lui faisait comprendre qu'elle est ici chez ses maris, elle n'est pas ici chez son père ou chez sa mère. Bon, vous imaginez un peu effectivement les drames psychologiques qu'il pouvait y avoir à l'époque, mais c'était ça. Il y a beaucoup de nos grands-mères et grands-mères qui ont découvert qu'elles étaient mariées à un homme qu'elles pensaient être leur père ou leur grand-père. Il y a également la forme de la procédure qu'on appelait Eliri, ou bien Eyala, quand on accompagne la femme. C'est-à-dire que le mariage est scellé, et puis les parents de la mariée vont donc l'accompagner chez son mari, de manière à l'accompagner jusque dans la cuisine de sa belle-mère. Ça, c'était le Yala. Et là, il y a également là-dessus des effets qui sont maintenant, on va dire, des distorsions dans ce qui se fait actuellement et ce qui se faisait avant et qui avait tout un sens. C'est quoi la distorsion aujourd'hui que l'on voit sur cette forme de procédure? On est tous écrans. Souvent, quand on va épouser une femme, il y a les barrières qu'on met les jeux. Vous voyez, avec, on dit 1 million ici, il faut donner 10 millions ici, etc. Et à chaque fois qu'on avance, il faut donner de l'argent, en fait, pour faire avancer tout le cortège qui vient avec le mari pour doter la femme. Mais en fait, c'est une distorsion. Parce que, dans la réalité, en fait, ces jeux-là se faisaient au moment où on allait amener la femme après le mariage. Quand on va amener la femme dans la famille de son mari, on appelle ça les Yala, c'est à ce moment-là qu'il n'y avait pas de barrière, c'était pas des barrières en fait. C'était que la mariée, lorsqu'elle avançait, à un moment donné, elle stoppait. Et pour la faire redémarrer, il fallait donner quelque chose. C'était un canard, c'était une poule, c'était un mouton. Et c'est elle-même qui choisissait d'ailleurs les étapes. Elle le faisait pour honorer sa famille, parce qu'à chaque fois qu'il fallait qu'elle fasse un pas de plus, mais il fallait effectivement contenter sa famille. Et vous voyez bien que maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, les barrières se font, ça n'a plus de sens que ça se fait là. Ça se fait maintenant au moment où on va épouser la femme. Alors qu'avant on le faisait lorsque la femme était amenée chez son mari dans le cadre de l'Eyala ou bien l'Église. Accompagnement. Le dernier, c'était le rapt, on appelait avant. Il dit, vous allez prendre une femme de force et vous l'amener dans votre village. En général, c'était en complicité avec la femme. C'était jamais comme ça, par hasard, au détour d'un champ, on voit une belle jeune fille, on la récupère. Non, c'était souvent arrangé. Mais pourquoi c'était arrangé? Parce que je vous ai dit que les femmes étaient réservées depuis le ventre. Donc souvent, il y avait des jeunes hommes qui n'avaient pas réservé de femmes. Il fallait qu'ils fassent quelque chose. Et la seule possibilité, c'était de kidnapper une femme. Qu'il a rencontré comme ça, là, aux abords d'un champ ou bien au cours d'une balade à la rivière. Il rencontre une fille qui n'est pas de son rayon, il discute, ça lui plaît. La fille lui dit que de toute façon, moi je suis déjà occupé, j'ai été marié à tel vieux, je dois le rencontrer là-bas. Il n'est pas d'accord, la femme aussi n'est pas d'accord, donc on organise le rapt, le kidnapping. Voilà. Donc le kidnapping c'était important, à cause justement de l'effet de la réservation sur les naissances féminines. Donc, voilà les
les trois procédés de mariage qui existaient en pays éclat. Le mariage qu'on voit maintenant où deux jeunes personnes se rencontrent au sortir de la banque ou bien de l'école ou bien d'un taxi, font connaissance, décident de se marier, ce n'était pas ça à l'époque. C'était pas ça. Maintenant, vous savez que quelle que soit la forme du procédé, que ce soit la réservation, que ce soit le rapt, que ce soit les mairies, il y avait au centre de toute cette alliance la dot. Et je vais maintenant venir à la dot. Alors, qu'est-ce que c'était la dot? La dot, à l'époque, était constituée de la monnaie qu'on appelait écolée. C'était ça, la monnaie, c'était les barres de fer. Hein. Et le minimum qu'on pouvait donner à la famille, c'était 9 barres de fer. Le chiffre 9 également a tout un sens. Si ce n'était pas 9, c'était 18. C'est pas 18, c'était 27. Donc, mais le minimum qu'on devait donner, c'était ça. C'est-à-dire 9 barres de fer écolées. Et après, il y avait les effets. Ils font vraiment partie de la dot. Les effets, c'était... Alors, il faut savoir que l'écolier, c'était vraiment essentiellement pour le père. C'était lui qui le détenait. Il pouvait s'en servir ou pour épouser une autre femme, ou pour épouser une femme pour son fils. Et il y avait également les effets. Alors, les effets, c'était souvent pour les mamans. C'était pour la mère de la fille, et puis ses tantes, etc. Qu'on demandait. C'était pas tout le monde qui pouvait demander quelque chose. Il fallait être vraiment très proche de la famille. Et après, il y avait les jeux. Alors les jeux, c'est pour toute la communauté. À chaque fois que dans le cadre d'un jeu, il y avait une récompense, mais toute la communauté villageoise de Nayon, évidemment, était concernée et se le partageait. Donc, la dot, c'était presque je dirais, un procédé qui vous assurait on va dire, l'usage de votre foyer, de votre épouse. Et chez les écrans, la dot ne finissait pas. Elle ne finit pas. Toute chose qu'un beau-fils fait à sa belle famille était inscrite dans la dot. J'ai vu mon défunt père, le général Ngombe David, gérer un divorce traditionnel. Et il a pris c'était des feuilles de bananier, on a coupé ça en petites lamelles, et puis le beau-fils était venu avec ses parents, et il avait sorti un carnet sur lequel il avait listé tout ce qu'il avait fait pour sa belle famille. S'il a rencontré son beau-frère à Cocotier, il lui a offert une bière, il notait. À la maison, il vient, il note. De tel jour, j'ai vu au bien. Je lui ai offert 2 verres. Le jour où il a assisté à un deuil et qu'il a mené un bouton, il note. Il dit, je suis allé au deuil de Tirabébe. J'ai donné 2 moutons. C'était ça. Ça ne finissait jamais. Mais pourquoi ça? Parce qu'en fait, ça permettait de stabiliser également les foyers. Parce que quand une femme est dans un foyer où elle s'est dit que vraiment partir d'ici va poser plus de problèmes à ma famille de régler, je préfère comment rester là et puis bon. C'était aussi ça. C'était parce aussi quand même de faire asseoir la femme, de s'assurer qu'elle ne partira pas. Mais quand depuis le tout, il fallait qu'elle parte, mais on faisait ces décomptes-là. Et donc on donnait. Et on remboursait complètement. Donc, chez les écrans, la dot ne finit pas. Maintenant, la dot, elle a un effet sur le mariage. Le premier effet, c'est le fait que la dot vous permettait de légitimer votre progéniture. C'est-à-dire, vous prenez, lorsque la femme, elle mettait au monde,
vous aviez entièrement le droit de mettre cet enfant dans votre lignée, dans votre généalogie. Il portait donc votre royaume, il portait votre nom. Ce sont les effets directs de la dot. Première chose. Donc vous légitimez votre descendance. Ça va même au-delà. Le fait que la femme a été dotée, si elle fait un enfant qui est issu, on va dire, d'une relation adultérine, c'est votre enfant. Vous le nommez. Vous avez entièrement le droit, personne ne viendra jamais vous réclamer quoi que ce soit. C'est également ça, l'effet de la dot. Et également, l'effet de la dot, comme je vous ai dit, que chez les Écans, le mariage, ça lie deux royaumes. Ça relie deux clans. Tant qu'il y a une dot entre les différents clans, le mariage ne peut pas se défaire. Par conséquent, quand il intervenait un décès au sein de ce mariage-là, si c'est la femme qui décédait, sa famille avait le devoir de la remplacer. Parce que c'est ça l'effet de la dot. On lie deux familles. Et si c'était l'homme qui décédait, mais à la femme, effectivement, on donnait elle faisait le choix entre les parents de son mari, ses frères, qui pouvaient effectivement rester avec elle. Et ce n'était pas que symbolique. Il prenait cette femme-là vraiment comme sa femme. Et tous les enfants qu'il faisait à sa femme-là étaient considérés comme les enfants du défunt. Donc il ne peut pas se nommer lui. Il nommait, il continuait la lignée de son frère. C'était comme ça. Parce qu'au départ, c'est la femme de son frère. Ce n'est pas sa femme. Tout ceci, c'était pour une seule raison, il fallait conserver l'alliance entre les familles, entre les brouillons. Donc, voici vraiment tracé de manière assez rapide, mais je pense assez compréhensible, les effets de la dot, aussi bien sûr sur la descendance, la progéniture, que même sur les familles, dans le cadre de la succession. Je viens de vous le fait qu'une femme qui décédait dans le cadre du mariage va être remplacée, et un homme qui décède dans le cadre du mariage, mais ses frères doivent remplacer auprès de sa femme. Donc, voici donc l'exposé assez bref que je tenais à vous faire. Je pense avoir été relativement clair. Mais s'il y a des questions, on est prêt à y répondre, soit après l'exposé de mon frère, soit avant. Je vous remercie pour votre attention. Quelqu'un a quelque chose à dire, peut-être qu'après il y a certaines personnes qui oublient quand c'est trop long. Hein? Je pense qu'on va d'abord passer par cette étape. Il y a quelqu'un qui lève le doigt là-bas. Je pense que il aura quelque chose à ajouter ou il a une question. C'est qui, s'il vous plaît? Quelqu'un a levé le doigt? Bonjour, je suis Antegoulou, un audit d'Abian. Ça peut être une question, parce que peut-être que je n'ai pas la science infuse. Ça peut aussi être un ajout. Par rapport à la dot, ce que je voulais peut-être ajouter, c'était le fait que quand une femme a été dotée, elle n'appartient plus à sa famille. Vous avez pris votre fille, donc moi si j'ai ma soeur, qui est le parent de notre fille, de notre mère, alors qu'elle a une dot au corps. Donc c'est peut-être un ajout. Mon père, tu vois, je vais l'apprendre qu'à Nomongo Alkoujek, il va peut-être compléter
ce que j'avais à dire. Directement répondre à son... Ou bien vous voulez plutôt qu'on rassemble toutes les questions? On peut les faire, hein? Ok. Je suis Nkodjeng, la Bénélan. Ma question, c'est par rapport aux enfants issus du couple, mais nés avant le mariage. Est-ce qu'il existe une procédure spéciale pour reconnaître ces enfants-là? Parce que c'est ce qu'on voit. Or, dans l'exposé, il est clairement apparu que ces enfants ne font pas directement partie de la lignée. Pourtant, ils sont issus du mariage. Donc, je voudrais savoir c'est quoi leur sort. Merci. Bon, ma question, elle est, lorsque la femme est en mariage, elle décide de quitter le foyer conjugal parce que, bon, suite au problème, il y a eu des enfants dans ce mariage. Lorsqu'on demande de rembourser la dot, est-ce que, à cause du fait que la femme a eu à faire des enfants, on n'est pas censé réduire cette dot-là dans le fait de faire des enfants? Elle a fait des années dans le foyer. Bon, moi je trouve que ce parti pris est injuste envers les femmes. Donc je ne sais pas si... Bonne question. Bon, moi je m'appelle Gomo Aron. Je veux d'abord vous remercier pour cette petite histoire et cet éclaircissement sur nos origines. Alors moi j'ai besoin d'un éclaircissement et j'ai une question. Pour l'éclaircissement, vous avez parlé du kidnapping. Lorsqu'une fille était promise à un papa, alors qu'elle est dans le ventre et qu'il y a un jeune homme la rencontrait, ils organisaient un kidnapping. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe lorsque le papa à qui on a promis la fille, après qu'on l'a kidnappée. Est-ce qu'il laisse des choses se faire ou il y a des conséquences? Maintenant pour la question, vous avez dit que la belle famille qui recevait la dot avait tendance à... que la dot ne finissait pas. Que la belle famille avait tendance à toujours noter sur internet tout ce qu'on faisait pour la famille. Alors, je voudrais savoir, est-ce que c'était juste un procédé pour obliger les femmes à rester dans le mariage ou c'était aussi un moyen de protéger les filles qui partaient en mariage pour éviter que leur mari fasse le désordre? Une dernière question. Dernière question. Oui, ok, sinon ça va être... excusez-moi, il y a quelque chose parce que le point de succession, il y a M. Mengo qui doit... Parce qu'il y a des questions qui ont été posées, lui il va répondre dans le cadre traditionnel. Parce que vous pouvez poser les mêmes questions quand M. Mengo va exposer, parce que le droit de succession, il y a des questions qui sont là, qui sont aussi dans son cadre d'exposé. Donc je pense que monsieur Thierry, lui, va répondre dans le cadre typiquement traditionnel. C'est pour recadrer des choses. Vous pouvez garder certaines questions ou bien vous pouvez reposer quand on sera dans le cadre juridique. Voilà, donc c'était ça que je tenais à vous dire. Alors, que la dot ne finissait pas, la mère famille avait tendance à toujours noter. Est-ce que c'était un procédé pour toujours obliger les femmes à rester dans le mariage ou c'était aussi un moyen de protéger les filles qui partaient en mariage? Je voudrais déjà vous remercier pour la qualité de l'exposé. Je suis sociologue et par ailleurs secrétaire général ici à la ville. Alors moi j'ai deux préoccupations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui m'ont intéressé. La première concerne la symbolique des étapes de carrière. Vous aviez dit que cette symbolique est déployée. Moi je veux savoir, est-ce que c'est juste une symbolique qui permettait, quand la femme s'arrêtait, d'honorer sa famille, comme vous l'avez dit,
où derrière, il y avait substantiellement une symbolique beaucoup plus importante que d'honorer la famille. Parce que, comme vous-même vous l'avez dit, la femme choisissait de s'arrêter. Premièrement, pourquoi choisit-elle de s'arrêter là et non là-bas? Ensuite, qu'est-ce que cela impliquait dans la tradition école? Première préoccupation. La seconde question, elle me vient à la suite de la question posée par la demoiselle derrière moi. Lors de, entre griffes, je mets ça comme ça, la dissolution du mariage, qu'advient-il des enfants? Parce que le principe étant la légitimation, là je prends vos propres termes, la légitimation des enfants. Mais maintenant que l'on a rendu cette dot, qu'advient-il de ces enfants-là? Puisque le lien de sang ne s'éteint pas. Comment ces enfants seront-ils gérés? Merci. Bonjour et merci de me passer la parole. J'ai juste une question. Ici, j'aimerais parler du service en ce qui concerne les femmes. On a dit que le mariage liait deux familles. Alors, si l'homme paye la dot, la femme en échange va rendre les services. Comme on le sait très bien, lorsqu'il y a des soucis dans la belle famille, des cérémonies, les femmes vont s'y rendre pour faire la vaisselle, entretenir les étrangers. Alors, en cas de divorce, le mari a pris le soin de noter petitement tout ce qu'il a fait. Alors, la femme, à ce niveau, qu'est-ce qu'on en dit par rapport au service rendu? C'est passé pour invisible ou quelque part on reconnaît quand même ce qu'elle a pu faire? Voilà ma question. C'est de finir sur la succession et après maintenant on va... Voilà. Effectivement. Bonjour encore à tout le monde. Je suis Mongo. Je suis Mongo Mumba. Je suis de la descendance de Mbazye, Jemba, Bandutu, Dutu et Singo ici. C'est à boire les vieux. Les vieux ça, je ne dis pas. On m'a interdit de citer après à boire les vieux. Parce qu'il est quelque part. Pour revenir aujourd'hui sur la thématique qui nous unit, c'est-à-dire les successions ou le droit successoral au Gabon, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Le problème qui se pose d'abord, c'est en réalité de savoir quelle est réellement notre loi. Quelle est réellement notre loi? Je suis fort, je suis bourré, je suis une débile. Quelle est d'abord ma loi? Quelle est d'abord ma coutume? Parce qu'aujourd'hui, la succession veut dire qu'une personne est décédée et qu'il faut transmettre le patrimoine de celui qui est décédé à ses héritiers. Un exemple. Monsieur X est décédé. Il a laissé 4 maisons, 2 femmes, 10 enfants. Comment faire pour transmettre ce patrimoine à ses héritiers? C'est pourquoi on va parler du droit successoral. Transmettre les biens d'une personne décédée. Là, avant d'aborder les aspects juridiques, conformément au droit français, je vais d'abord rentrer dans la coutume forte. Est-ce que les femmes ont un droit successoral, coutumier? Est-ce que avant l'arrivée des Blancs, les femmes savaient organiser la succession dans leur communauté? Est-ce que avant l'arrivée des Blancs, les Pounous savaient organiser la succession dans leur société? À cette question, je vais dire oui. Les femmes ont un droit de la famille. Les femmes ont un droit de la famille. Et qui dit droit de la famille dit la filiation parentale. J'ai fait un enfant, je donne à cet enfant le nom que je veux. C'est ça la filiation. Et c'est ça qu'on enseigne dans les facultés de droit aujourd'hui. L'enfant savait donner le nom à son enfant avant l'arrivée du blanc. L'enfant connaissait le divorce. Avas. Minga Avas. C'est ça le divorce. Minga Avas. C'est ça le divorce.
la succession dont on parle, les femmes ont un droit successoral. Le problème qui se pose, c'est qu'avec l'arrivée des Blancs, on a mis en place deux types d'organisation judiciaire. En fait, on parlait de l'organisation de la justice à deux niveaux. Il y avait, pendant la période coloniale, les tribunaux coutumiers qui étaient chargés de gérer les affaires des autochtones. Et de l'autre côté, il y avait des tribunaux de droit français qui étaient chargés de gérer les litiges qui opposaient les Français. Maintenant, à partir des années 46, un décret va sortir pour interdire les tribunaux coutumiers de gérer les litiges qui opposent les autochtones. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui, parce qu'en fait, tous nos problèmes aujourd'hui sont gérés maintenant par les tribunaux modernes. À partir de cet instant qui dit tribunaux modernes, dit le droit français. Et donc, vous voyez que ici, le mariage et les successions sont liés, parce qu'en fait, si vous vous limitez seulement au mariage coutumier, en cas de décès du conjoint, on applique quoi? Est-ce la coutume? Est-ce le droit civil français? Puisque nous avons hérité de ce droit-là. C'est tout le problème qui se pose aujourd'hui, parce que notre droit de la procédure civile est tellement restreint que nous n'avons plus la possibilité de dire bon, mon mari est décédé, comme je me suis marié à la coutume fan, venez m'appliquer la coutume fan. Ce n'est plus ça le problème. Le problème maintenant, c'est que mon mari est décédé, que dit le code civil qui a été calqué sur le modèle français? C'est tout le problème. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas un droit successoral. Nous l'avons, mais sous l'influence coloniale, donc sous la domination, nous l'avons perdu. C'est-à-dire qu'il n'a plus la même force qu'il avait par le passé. Et donc, pour revenir sur le droit civil, puisque actuellement, c'est lui qui s'applique, au détriment du droit coutumier et notre droit coutumier. Donc, pour revenir sur le droit civil, on va se poser trois questions pour répondre à cette thématique. La première question, c'est que, avant d'ouvrir la succession, qui est décédé? Qui est décédé? Donc, l'identité de la personne. Ensuite, la personne a laissé quoi? Parce qu'on n'est pas encore au niveau de la bagarre. Ici, nous sommes encore au niveau de l'identité. Qui est décédé? Deuxième question, qu'est-ce que la personne a laissé comme patrimoine? Combien de terrains? Combien de véhicules? Combien de maisons? Y a-t-il de l'argent en banque? Donc la masse successorale. La troisième question, c'est qui sont ses héritiers? Et c'est là où il y a le problème. Qui sont ses héritiers? On sait déjà qui est décédé. On sait déjà ce qu'il a laissé parce qu'on fait un inventaire. Ensuite, la troisième question est de savoir qui sont ses héritiers. Alors, avant d'ouvrir la succession, je vais vous montrer un peu une limite que j'observe aussi en droit civil calqué sur le modèle français. Chez les femmes, on n'ouvre pas la succession le jour où la personne décède. Or, le droit français nous demande, conformément aux dispositions de l'article 647, d'ouvrir la succession pendant que la personne se trouve même encore là, ça, pour la gabossette, les gens sont tensionnés, ou leur demandez d'ouvrir la succession. Comment il n'y aura pas de bagarre? La coutume dit non, vous attendez. C'est le dernier jour qui précède le retrait de deuil qu'on va ouvrir la succession. J'ai même l'impression que notre droit est meilleur que celui qu'on nous impose actuellement, qui nous demande d'ouvrir la succession le jour de l'annonce du décès. Vous voulez quoi? C'est ça les tensions du moment. On cherche même encore à donner l'information à toute la famille. On demande déjà, conformément aux dispositions de l'article 647, ouvrez la succession. Le fonds n'est pas attaché au bien. Le fonds, c'est d'abord son frère qui part. C'est lui qui l'intéresse d'abord. Le reste, c'est après. C'est pourquoi on va dire, quand on va organiser le retrait de deuil, nous allons nous retrouver pour voir de quelle façon on va transmettre le patrimoine de celui qui est parti à ses enfants. Nous ouvrons désormais la succession tellement tôt. Et c'est ce qui cause des problèmes. Et aujourd'hui, la conséquence, c'est quoi? Au lieu d'organiser les retraits de deuil, on organise déjà plus
les messes de requiem, les messes d'action de grâce, parce que les veuves et les collatéraux ne s'entendent pas. Donc chacun va demander la messe pour le défunt avec ses enfants. Parce que pour organiser le retrait de deuil, il faudrait que nous soyons d'abord solidaires et qu'on prépare le retrait de deuil ensemble. Or, c'est au moment de l'ouverture de la succession que les bagarres commencent. À partir de cet instant, les gens ne peuvent plus se retrouver pour aller organiser les retraits de deuil. Alors, je vous explique le droit français, hein. Je fais le droit comparé entre les coutumes, ce que notre coutume dit et ce que le droit français nous propose et qui s'applique actuellement. Alors, les héritiers légaux, article 683, les descendants, d'abord les enfants. Les enfants. Vous savez, chez les femmes, on dit autant d'hommes, autant de villages. Si votre mère a fait 4 hommes, 4 enfants, de sexe masculin, chacun, normalement, est appelé à bâtir son village. Donc, à la mort de votre frère ou de mon frère, normalement, nous, on vient pour organiser la succession de celui qui est parti. Normalement, on n'est pas concerné, sauf si il n'a pas laissé d'enfants. Donc, la première catégorie ici, ce sont les enfants. Et les dispositions de l'article 683 sont claires. Les enfants, le père et la mère du défunt, parce que beaucoup de femmes aussi, ça, je vous attaque un peu, vous avez tendance aussi à oublier ça. Le père et la mère sont concernés conformément aux dispositions de l'article 683. Un quart. Les enfants, un quart. Le père et la mère, un quart. Ensuite, les conjoints ou les conjointes, donc les veuves, un quart. Ensuite, les frères et sœurs. Exception, j'ai écrit ici exception, pourquoi? Parce qu'en fait, cette catégorie rentre dans la succession, sauf si et seulement si le défunt n'a pas laissé d'enfants. Parce que les enfants et leurs oncles ne peuvent pas être en concurrence sur les biens de leur père. C'est aussi clair que ça. Parce que si vous venez discuter les biens de votre frère avec ses propres enfants, mais quand vous allez mourir, est-ce qu'eux aussi partiront de leur succession pour venir discuter chez vous? Voyez-vous un peu l'embouteillage, le désordre que cela va créer? Restez dans votre posture. Et les femmes ont oublié un proverbe. Bon, la gaza langue tingo awoni et vous m'accueillez non on peut me payer. Si mon frère décède, il a laissé des enfants, ce sont désormais mes enfants. La fille ne peut pas aller à Marais sans dire appelez Papa Mongo. C'est lui maintenant. Donc ça ne sert à rien de s'attaquer à eux puisque tout ça c'est désormais votre patrimoine. Donc ce qui passe ici c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai défini ici 4 catégories. Les héritiers légaux, les descendants, donc les enfants, un quart. Ensuite, les pères et mères du défunt, un quart. Ensuite, les conjointes, un quart. Et il arrive aussi une situation. Vous imaginez un cas où le monsieur qui est décédé gardait ses neveux dans la maison. C'est lui qui les entretenait, l'école, tout. C'est-à-dire qu'il a pris les enfants de sa soeur, venez ici. Et ici, la loi dit exceptionnellement pour ce cas-là, on va prévoir un quart. Si je gardais mes nièces à la maison, je décède. C'est moi qui leur faisais tout. Le conseil successoral qui va se tenir doit penser à cette catégorie de héritiers. Parce que c'est moi qui les gardais. C'était aussi mes enfants. Et on prévoit un quart. Donc pour les collatéraux ce sont les frères et les sœurs. Vous héritez sauf et si et seulement si le défunt n'a pas laissé d'enfants. Sinon, normalement, dans un premier temps, ils ne sont pas concernés par la succession. Mais ils viennent à la succession pour organiser les choses, pour qu'il n'y ait pas de désordre. Parce que la succession, c'est la transmission du patrimoine d'une personne décédée à ses héritiers. S'il a laissé 2 voitures, on fait comment pour transmettre les 2 voitures à ses héritiers? Bon, parce qu'il y a des successions comme ça. Il n'a laissé que 2 voitures, il n'avait pas de maison. Bon, on fait comment? Puisqu'il a laissé 10 enfants, est-ce qu'on vend les voitures? Ça, maintenant, les collatéraux, avec les enfants et les veuves, se retrouvent pour prendre une décision. Il s'agit de ça. Il y a aussi un autre aspect culturel qui se pose. Je prends un exemple. Un couple fond avec monsieur et enfant et puis madame et pour nous.
vous savez que les fonds sont patrilinéaires. Moi, on a demandé ça, l'enfant appartient à son père. De l'autre côté, on est matrilinéaire. L'enfant est plus proche de sa mère. En cas de décès du fond, on fait comment? Moi, je vais dire, en cas de décès de la mère, on va dire, chez nous, les enfants de notre soeur héritent chez nous. Mais les enfants de notre frère n'héritent pas chez nous parce que nous sommes matrilinéaires. On n'est pas sûr que l'enfant est l'enfant du père. On est plus sûr que l'enfant est l'enfant de la mère. Parce qu'au moins à l'hôpital, on a vu comment l'enfant est sorti. Ça, c'est des problèmes d'ordre culturel qui peuvent aussi entraver la bonne organisation du mariage, des successions. Parce que chez eux, on va dire, sauf les enfants de notre soeur qui héritent. Les enfants de l'homme n'héritent pas. Parce qu'on n'est pas sûr que ce sont ses enfants. Donc voilà un peu des problèmes culturels qui peuvent entraver le bon fonctionnement du droit successoral au Gabon. Je vais terminer parce que j'ai pris le temps de vous prendre à la maison ce document. Vous avez ici un document, donc c'est un acte de mariage du passé qui a pratiquement 100 ans bientôt. C'est un acte de mariage de 1942. Vous allez voir ici que il y a la mention, la dot, dans les actes de mariage du passé. Il y a la mention, la dot, dans les actes de mariage du passé. Ce document a presque 100 ans déjà. C'est un acte de mariage de 1942. Il y a la mention, la dot. Or, dans les actes d'état civil, les formulaires de maintenant, on a enlevé la mention, la dot, parce que tout simplement, la loi de 1963 interdit le mariage coutumier. Or, avant, donc dans les années 40, le mariage coutumier était reconnu. C'est pourquoi dans un post hier, j'ai écrit la relégalisation du mariage coutumier au Gabon, parce que le mariage coutumier était déjà légalisé. Et puis il a été renversé par la loi de 63. Donc le combat que nous menons maintenant, c'est la relégalisation du mariage coutumier, parce que l'acte de mariage de 1943 ici, on parle de la dot 2300 francs CFA que le monsieur avait versé pour épouser sa femme. Le 10 mars 1942, 2300 francs CFA pour épouser sa femme. Là, les preuves sont là. 2300 francs CFA. Ils ont écrit, l'officier d'état civil a écrit la dot, tout était déjà prévu dans le formulaire. Et donc, ultérieurement, peut-être, avec d'autres conférences, on pourrait expliquer comment est-ce que nous sommes partis de 2300 francs CFA à 3 millions et 2 bœufs et 3 bœufs. Parce que c'est tout un processus. Vous avez la preuve ici. Et si vous regardez les actes de mariage du moment, la mention dot a disparu. Parce que la loi de 1963 a dit, nous ne voulons plus la dot. C'est pourquoi sur le plan juridique, si vous vous limitez seulement au mariage coutumier, il y aura des conséquences parce que, par exemple, au niveau de la CNSS, vous ne pouvez pas bénéficier de la pension ou la rente viagère, donc la pension de survivant. Parce qu'au niveau de la CNSS, on va vous opposer la loi de 1963 qui interdit la dot. Donc si vous allez dire mon mari est décédé, on était seulement marié à la coutume, on va vous dire mais la coutume n'est pas, le mariage coutumier n'est pas reconnu ici. Vous ne pouvez pas bénéficier de l'assurance maladie de votre époux qui travaille. Parce qu'on va vous dire au niveau de la CNAMGS, le mariage coutumier n'est pas reconnu ici. Vous ne pouvez pas bénéficier par exemple de la loi Rostand, le rapprochement des époux. Monsieur est nommé ambassadeur, madame est à Libreville, vous êtes seulement marié à l'état civil. Vous ne pouvez pas vous rapprocher de votre mari parce que la loi de 1963 fait écran, elle empêche cette loi-là de s'appliquer à vous, ce privilège-là. Donc je vais m'arrêter là, parce que c'est une conférence débat, donc vous avez des questions, à partir des questions, nous allons approfondir. Merci, et je remercie aussi davantage l'association Génération Étant. Ok, commencer par les autres questions qui vont s'ajouter à celles qui ont été posées préalablement. Alors, j'aimerais savoir si on légalise le mariage coutumier, sachant qu'aujourd'hui, les hommes parfois étant déjà mariés, sur le plan coutumier et sur le plan civil, avec une femme, on va dire comme ça,
et sur le plan, sur le régime monogamique. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, on se rend compte que parfois, un homme peut être marié déjà avec sa femme et aller sourdinement contracter un mariage coutumier. Alors, sur le plan de tout ce que vous expliquez, comment cette situation peut être résolue? Un monsieur est déjà marié sur le régime monogamique, à la coutume aussi, et sourdinement, il s'en va aussi contracter un autre mariage du plan coutumier. Ça va se passer comment? Alors, moi j'ai seulement besoin d'un éclaircissement. Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple d'un mariage fort et pour nous. Vous avez dit que les pour nous c'était le patriarcat et les forts. Voilà, les forts c'était le patrilinéaire et les pour nous matrilinéaire. Je n'ai pas bien compris quand vous avez dit au niveau de la succession, on n'est pas sûr que l'enfant soit l'enfant du père. Je ne comprends pas. Alors ce que je voulais dire, c'est que sur le plan culturel, il se pose un problème. C'est-à-dire que l'enfant de la sœur, dans cette société, les matrilinéaires, ils ne sont pas les seuls. L'enfant de la sœur est plus considéré que l'enfant du frère. Parce qu'on est plus sûr que l'enfant appartient bien à sa mère, puisqu'on l'a vu traverser à la naissance. Mais on n'est pas sûr que l'enfant appartient à son père. Et on peut aller plus loin, parce que le problème que je n'ai pas pu aborder aujourd'hui, c'est celui des reliques qui font aussi partie du droit successoral chez les femmes. Les femmes discutent les reliques. Or, il y a plusieurs types de reliques. Il y a aussi des reliques que vous ne voyez pas et que le détenteur ne sait même pas qu'il en possède. Vous allez nous discuter comment, à moins que vous ne tuiez la personne que vous soupçonnez d'avoir le relique. Puisque lui-même, il n'est même pas conscient qu'il a un relique. Il y a aussi le relique qu'on connaît. Voilà, et là, vous pouvez aller l'attaquer pour dire donne-nous aussi un peu ce que tu as, nous aussi on veut devenir riche comme tu es. Quand c'est lui que c'est le père a choisi. Parce qu'il n'y a pas que les biens, hein, il y a aussi l'immatériel qui est là, dans ces successions-là. Vous voyez une succession qui brûle, entre-temps, c'est même pas la voiture. On discute ce qui a donné lieu à la voiture. Et là, les juristes ne peuvent pas intervenir puisque eux aussi ne comprennent rien. Mais ceux qui sont les seuls à se batailler dessus savent ce qu'ils discutent réellement. Ça aussi, c'est une forme de succession dont on n'en parle pas assez. Et qui détruit aussi, quelqu'un va dire, mon père est décédé, voilà, il avait donné au grand frère, le grand frère n'est plus, ça ne vous appartient pas, chers enfants. C'est pour nous. Donc c'est à mon tour, donnez-moi. Ça aussi, c'est une forme de violence. Les reliques. Alors donc, pour revenir sur l'angle culturel dont je parlais tout à l'heure, là nous sommes dans les communautés en fait. Hein. Ce sont des considérations culturelles. Hein. L'enfant, moi le fond par exemple ne dira pas que est-ce que c'est mon frère qui a fait réellement cet enfant, non. Puisque la femme peut continuer à faire les enfants après même le décès de son époux. Et les enfants appartiennent toujours à celui qui est parti. Mais de l'autre côté, le problème n'est pas vu comme ça. Voilà. L'enfant de la sœur est plus considéré que l'enfant du frère. Parce qu'on est sûr, très sûr, qu'il s'agit effectivement de l'enfant de ma sœur. En fait, je vais ajouter à ce qu'il a dit sur les reliques. Je pense que récemment, vous avez entendu qu'un monsieur a été arrêté en possession du camp de son père. Et qu'il a été arrêté pour ça. Et quand il explique la situation, il dit que c'est mon père lui-même qui m'a dit d'aller prendre ça. Ça fait des années que j'ai ça avec moi. Et je fais mes soins traditionnels avec, c'est aussi un tradithérapeute. Donc ce sont des situations qui font en sorte qu'on se retrouve dans des démarches à la fois traditionnelles et modernes qui ne peuvent pas coopérer.
Et là, vraiment, je pense que nos juristes sont interpellés à un haut niveau. Il faut qu'ils se mettent à réfléchir comment faire pour transposer nos codes initiatiques traditionnels à une codification, on va dire, de légalisation moderne. Sinon, on ne va jamais s'en sortir. La dame s'en va. Abbas, y a-t-il de fait dissolution tout de suite de ce lien de mariage ou du fait de la présence des enfants, on peut encore considérer que ceux-ci, et c'est d'ailleurs ce qui apparaît, au décès de leur père, peuvent revendiquer quelque chose. En clair, une fois qu'une femme a divorcé, bien qu'il y ait des enfants, est-ce que ces enfants peuvent revenir au sein du patrimoine de leur père et dire « Nous sommes des enfants faits par ce monsieur, quand bien même notre maman a divorcé de ce monsieur et nous revendiquons quelque chose. » Je ne sais pas si vous saisissez la subtilité. Voilà. Alors, il y a... Parce que ce sont des faits vécus. Moi, je vous ai dit, je suis un peu sociologue. Ce sont des choses que j'examine et j'étudie. Il y a à côté de cela une autre préoccupation qui a été soulevée tout à l'heure par vous, dans le fameux principe, d'ailleurs, soit dit en passant, je voudrais relever, moi je suis un peu gêné quand on oppose le droit traditionnel et le droit moderne. Qu'on le veuille ou pas, rien n'est né ex nihilo. Les Africains, on avait notre façon de faire qui régulait notre société. D'accord? Alors, partant sur cette base-là, le principe qui veut que la loi vienne pour régir, la loi moderne, et qui malheureusement, et ça répond un peu à la préoccupation de tout à l'heure, fait que nous disions, consciemment ou inconsciemment, nous sommes dans un état de droit, nous reconnaissons de fait que l'état de droit va prévaloir sur tout ce que nous avons sur le plan culturel. Malheureusement, je dis malheureusement. Parce que tout est régi cette fois-ci par la norme moderne. Donc en réalité, il y a cette norme. S'agissant de la succession, de ce que l'on appelle les reliques, ça j'ai trouvé ça intéressant. Alors, il apparaît quelquefois des conflits dans des familles où le père désigne comme légataire de la relique son fils ou un cousin. D'accord? Et au décès de ce dernier, du papa, les enfants qui, je ne sais sur quelle base, estiment que, ok, papa s'est trompé, cette relique-là me revient de droit. D'accord? Alors, est-ce que la société traditionnelle a justement mis en branle des éléments qui permettaient, parce que c'est la subtilité, et on peut pas y aller à y mettre un bazou. D'accord? Mais il ne peut pas économiste, comme on dit, il ne peut pas y mettre un bazou, en quelque sorte. Alors, est-ce que justement, pour ouvrir les yeux de tout le monde, la société traditionnelle avait mis en place des éléments qui permettaient de gérer cela? Combien même la relique, on n'en parlait pas souvent. On n'en parlait pas souvent parce qu'on estimait que, bon, plus on en parle, moins cela vaudrait. Lorsque la personne l'utilise, elle devient peut-être riche et les autres se disent qu'il y a un problème. Et ça me permet d'ailleurs de rebondir sur l'actualité de ce monsieur qui a pris la relique, la tête de son papa. Moi j'ai trouvé, on peut me condamner ou pas, je suis traditionnaliste, si tant est que c'était pas un argument faux fuyant pour se départir de la justice, j'ai trouvé qu'il avait raison. Aujourd'hui c'est sa parole contre celle du père qui ne viendra pas témoigner. Mais du point de vue de la tradition, reconnu par le principe, l'article, on va dire l'article, la Constitution, puisqu'on nous dit nous reconnaissons nos valeurs traditionnelles, pour moi ce monsieur, si je pouvais faire ce procès, ben je comprendrais. Je comprendrais parce qu'effectivement, si la bague est le cas, ou on m'a où, que le nom, ça, pour nous, ça ne condamne personne en fait. Donc, est-ce que justement... Un peu plus fort parce que...
Je m'appelle Jean-Paul Okouéi, C'est maintenant les divorces président de l'association. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette cérémonie? Donc tu n'as même plus ma ici. Cette cérémonie, ce qu'on peut retenir, d'abord, c'est une première édition pour notre association. C'est une manifestation qui marque normalement la clôture de notre année associative. Donc on a voulu redorer ça à travers ces manifestations, comme vous voyez, d'ordre traditionnel. Actuellement, vous avez le jeu de Songo qui a commencé, qui se joue avec les plus grands joueurs de Songo du Gabon. Derrière moi, vous avez la conférence de presse qui parle de mariage coutumier, droit de succession. Et c'est très important pour nous, dans nos civilisations, dans nos différentes civilisations, on rencontre beaucoup de problèmes en matière de dot déjà, que les pouvoirs aujourd'hui, qu'on veut éliminer, on veut en fait rayer la dot, qui est vraiment le fondement parce que nos dirigeants, nos responsables sont tous mariés, sont tous passés par là, par la coutume, avant de légaliser leur union au mariage civil. Donc nous sommes en train d'engager un débat là-dessus, que chacun essaie un peu d'édifier ce qu'il pense, ce qu'il peut apporter comme solution. Et voilà, j'espère que les pouvoirs vont nous écouter pour que ce débat soit beaucoup plus large sur le plan national. Voilà, donc c'est ce que je retiens. Voilà, monsieur Mengomba, vous avez dit là que autrefois la dot était fonctionnée dans le régime civil, c'est ça. Puis, donc, j'aimerais savoir si la dot a été annulée à cause du fait que le mariage a été annulé parce que la dot a été élevée, et il y a une autre cause à cela. Aujourd'hui parce que là nous abordons une autre thématique qui est celle de la filiation parentale chez les aidants. Et c'est aussi l'occasion ici d'attirer l'attention des membres de l'ONG pour que la prochaine fois, si vous pouvez intégrer par exemple une telle thématique parce qu'il y a des préoccupations à ce niveau. Sinon, la thématique d'aujourd'hui ne porte pas sur la filiation chez les femmes. La thématique d'aujourd'hui porte sur la dot, le mariage et les successions. Mais on peut quand même en parler. Sinon, normalement, parce que la filiation aussi est vaste chez les femmes. Parce que la filiation nous ramène sur, comme vous avez dit, moi et Andassi, il y a Zassi qui moi et Andassi. Voilà. Donc, pour revenir sur la question que vous avez posée tout à l'heure, voilà. Nous avons mené des enquêtes à ce niveau. Il s'est posé un problème pendant la période coloniale, notamment dans le Grand Nord. Parce qu'avec l'arrivée du cacao, les planteurs avaient beaucoup d'argent. Vous imaginez un planteur qui, pendant la grande saison, se retrouve avec 3 tonnes ou 4 tonnes de cacao à raison de 300 francs CFA le kilogramme. Combien il pouvait se retrouver avec puisqu'ils achetaient les voitures? Vous voyez que 2300 francs CFA devenait insignifiant pour cette catégorie de personnes. Contre les fonctionnaires de l'administration coloniale qui à l'époque gagnaient 25 000 francs. Donc c'était tout à fait normal que celui qui gagne 25 000 francs considère la somme de 2300 francs comme une somme importante par rapport à celui qui gagne 1 million après avoir vendu son cacao. Donc le problème a commencé là. Et l'administration coloniale s'est même mêlée de cette affaire pour tenter de plafonner le montant de la dot. Et vous savez, hein, il faut le dire, et on m'a fait le montant à nos communes. Ça, c'est le problème qui continue aujourd'hui. Quelqu'un a 10 millions, vous dites, viens épouser une femme à 2300 francs, il ne peut pas l'accepter. C'est le problème qui continue aujourd'hui, c'est-à-dire la lutte des classes, en fait. Il faut le reconnaître, cette lutte des classes a commencé pendant la période coloniale. Tout à l'heure, on a parlé des jeux. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent dans les jeux. Mais ces jeux-là aussi avaient commencé dans la société coloniale. Quand quelqu'un vient épouser une femme, il sait qu'il vient de vendre le cacao. Mais
il partageait de l'argent à la belle famille pour montrer combien de fois il est grand planteur. Est-ce que c'était pas le fait de valoriser sa femme? C'était pas forcément le fait de valoriser sa femme, mais c'était d'abord le fait de se valoriser soi-même. C'était moi. On s'est dit, il était là. Et ça se poursuit aujourd'hui jusqu'à aux obsèques. À quel corps, quand vous allez au décès de votre beau-père, regardez comment les beaux-fils sont en concurrence au corps de garde. Ils ne le font pas pour valoriser leur femme, ils le font pour se mettre davantage en valeur. Il était là. C'est ce qui continue aujourd'hui malheureusement. Avec l'arrivée aussi du boom pétrolier, les deux chocs pétroliers qui ont accentué les choses. J'ai manqué d'apporter certains documents aujourd'hui parce qu'à l'époque c'était 2 moutons, ce n'était pas les 2. Mais comment on a fait pour partir des moutons jusqu'aux bœufs? Et c'est parce que nous avons commencé à voir dans les écoles les millionnaires qui ne trouvaient plus intéressant d'aller se marier avec un mouton qu'on trouve facilement dans un village. Il fallait faire la différence. Ma mère me dit souvent que lorsque mon père est venu l'épouser, à l'époque il était à la communauté, il était le premier à déposer 1 million avec un bœuf. Et les gens avaient même dit au village que mon grand-père maternel est en train de vendre sa fille parce que c'était du jamais vu. 1973, un bœuf, 1 million. On trouvait 1 million ou en 73 facilement. Je voudrais également compléter la réponse pour dire que lorsqu'en 1963, Léon Bailly a introduit la dot. Alors, la même année, il était à un mariage pour sa fille. Et il a accepté la dot qu'on lui a donnée. Et un de ses ministres lui dit, mais monsieur le président, c'est pas toi qui as établi la dot. Il dit non, non, c'est le président qui a établi. Mais moi, Léon Bailly, je prends la dot de ma fille. En fait, Léon a expliqué que les gens n'ont pas compris. Enfin, qui voulait régler un problème? C'était que les sœurs qui étaient dans le couvent se plaignaient du fait que les jeunes filles qu'elles avaient comme élèves étaient souvent arrachées de l'école pour se marier. Elles avaient 10 ans, elles avaient 12 ans. Et donc, elles se plaignent chez Léon Bapoulé. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Chaque fois, on a des jeunes filles qui vont en mariage forcé et tout ça. Léon Bassé, dans ces conditions, je pense qu'on ne va pas interdire on va donc interdire la dot. Parce que les parents qui envoyaient leurs enfants en mariage étaient en fait assujettis par la dot, obligés par la dot qu'ils avaient perçue. Donc Léon Bassé dit que si on interdit la dot, les parents n'auront plus donc la pression morale de devoir respecter leurs paroles pour donner leur fille en mariage. Donc il a fait réglé un problème, mais il a créé en fait une distorsion énorme. Voilà le problème de la dot. La question qui était posée sur la descendance du défunt après sa mort. Quand vous êtes marié et que votre mari décède, effectivement, vous êtes censé choisir parmi les frères de votre mari celui qui aujourd'hui vous remplace. Ça se fait encore de nos jours. Ça se fait encore. Mais avec la différence que c'est maintenant assez rare que les choses aillent jusqu'au lit. Ce qu'on fait, c'est qu'au sein de la famille du défunt, on responsabilise quelqu'un par rapport à cette famille. Mon propre cas, mon frère aîné qui est décédé, il a souhaité que ce soit moi qui occupe sa famille. Donc la femme qu'il a laissée, les femmes qu'il a laissées sont censées être une femme. Les enfants qu'il a laissés, c'est moi qui suis censé les gérer. Donc lorsqu'il y a une moindre chose, comme récemment sa fille s'est mariée, c'est moi qu'on est venu voir. Effectivement, le procédé reste encore, même si l'intimité n'est plus de mise, le procédé reste. Ça permet de stabiliser aussi les familles. Maintenant, la femme qui est épousée plusieurs fois, la femme elle change de statut dès lors que la dot est remboursée. Si vous mariez, vous posez un mari A, il décède. Vous êtes obligé de laisser dans la famille.
le cas dont vous parlez, est-ce qu'elle sort de la famille pour aller dans une autre famille ou bien elle reste toujours dans la même famille de son mari? Par les frères de son mari qui impose encore ce dernier traverse encore l'autre vie, ainsi de suite. Parce que ce sont des choses qu'on vit quotidiennement dans nos sociétés. Ok, c'est-à-dire qu'en fait, elle reste au sein de sa famille, elle est convoitée par les frères du défunt, ses beaux-frères. Alors, son statut ne change pas. Elle reste. Si par exemple, je ne sais pas quel est votre rayon. Si, voilà, si vous êtes le camp, et votre mari, le mari en question, on va dire qu'il est croyant, disons qu'il est bas. Donc vous devenez Minga et bas. Mais si le premier mari est bas, meurt, et son frère vous prend, vous restez Minga et bas. Si lui aussi meurt, mais son autre frère prend, vous restez Minga et bas. Ce sont des choses autrefois qui avaient une valeur. Oui. Maintenant, avec l'arrivée de la culture et de l'horizon qui s'ouvre, c'est maintenant difficile pour la compréhension. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, si cette femme-là a la malchance d'avoir des maris qui se succèdent comme ça, non. Tant qu'elle reste dans la yonne de son mari qui a adopté, elle garde même ça. Maintenant, il y a une chose qui est sûre. Aujourd'hui, elle n'est plus obligée d'accepter. Non. Elle n'est plus obligée d'accepter. Elle peut accepter, on va dire, la tutelle, le représentant, oui. Mais elle n'est pas obligée d'accepter, d'avoir avec son beau-frère. Parfois même, c'est même un petit beau-frère qu'elle a élevé, qui vient maintenant jouer au mari. C'est ce qui, sur le plan moral, devient soutenable. Elle n'est pas obligée. Mais tant qu'elle reste dans la yonne de son mari, elle a ce statut-là. Maintenant, je ne vais pas répondre à la question, je ne vais pas répondre à cette question-là. Quand votre mari décède et que vous êtes récupéré par son frère, les enfants qui naissent après ça portent le nom du défunt, pas le nom c'est pas le nom du défunt. Oui, parce que c'est sa femme. C'est sa femme. Ce n'est pas la femme de son frère. Il peut même arriver qu'il décède avant même de faire l'enfant. On ne va pas supprimer sa lignée. Cette femme-là, qui est sa dot, les enfants qu'elle est là, ces enfants, la filiation sera celle. Pas autrement. Pas autrement. Il y en a maintenant qui ne veulent pas respecter ces choses-là, mais c'est ça la règle. Je ne vais pas venir là. Donc c'était ça, la filiation chez les femmes, c'est la dot. C'est vraiment la dot qui donne le droit de donner votre enfant. Les parents les hommes qui, parce qu'ils sont forts, puissants, il a pris une jeune fille, il l'a enceinté, et puis maintenant la fille fait un enfant, et il impose son nom, il est dans le droit coutumier. Ce n'est pas son droit. S'il a fait une famille faible, il va s'imposer. S'il a fait une famille dure, il ne peut pas faire ce qu'il fait. On peut s'accepter parce qu'on est dans la modernité, qui met son nom dans l'acte de naissance. Mais sinon, au niveau de l'application, c'est plutôt l'enfant de sa femme, du village de sa femme, pas chez lui. Mais il faut aussi dire que parfois aussi, il y a des femmes qui, parce que par amour, elle chante la coutume et elle permet à son homme de devenir l'enfant. Mais sinon, sur le plan traditionnel, non, il n'a pas le droit. S'il veut avoir des enfants, qu'il épouse. C'est ça les enfants. Qu'il épouse, il est contact avec une autre. Bonsoir tout le monde. Bon, c'est Madame André, professeure d'économie familiale ici. Moi, je voudrais poser par rapport à la situation. Nous avons par exemple les situations où le mari a épousé une femme, une jeune femme. Lors de son décès, c'est pas son frère qui prend la femme, mais son fils aîné suite à notre mariage. Ces enfants-là porteront le nom de qui? Du
papa ou bien de l'enfant qui a épousé la femme de son père. Parce qu'on voit les situations comme ça, par exemple, chez moi, ouais, donc je voudrais le dire par rapport à ça. Bon, comme on vous l'a dit, la filiation c'était un vaste sujet. Mais ce qui doit vraiment nous orienter, c'est la dot et ses effets sur la filiation. Cette femme-là a été dotée pour garder. Elle a été dotée pour garder. Quel que soit ce qui arrive, pour les enfants qu'elle va porter, vont appartenir à la filiation de celui pour lequel elle a été dotée. C'est ça la réalité. Donc, même s'il décède et que par un concours de circonstances, quelqu'un d'autre de la famille, soit le frère, soit le fils aîné, récupère, s'il fait des enfants, c'est les enfants du défunt. Ils nomment. C'est ça le respect. Parce qu'il faut savoir que fondamentalement, celui qui va se marier, son souci principal primordial, c'est se faire une descendance. C'est d'abord ça son défi, se faire une descendance. Donc si par un concours de circonstances malheureux il décède, il faut pouvoir faire en sorte que par la suite, il ait quelque chose à dire. Par le nom. Même si dans la réalité, les gens sauront que ce n'est pas son fils, pas dire de sang génétique, mais dans la filiation, quand on va effectivement faire la généalogie, on citera que c'est son enfant. C'est ça là. Bonjour à tout le monde. Ma question est celle-ci. Je voudrais bien connaître la mentalité de la femme durant cette période, en ce temps. Parce que si vous avez remarqué, la société a évidemment changé. Les femmes sont nettement plus indépendantes, plus audacieuses. Donc, je voudrais traiter ce côté féministe. Parce que quand j'écoute vos discours et vos réponses, la femme semble être une espèce de priorité plutôt, de propriété. Donc, on peut se tenir sur certaines règles, certains protocoles, disons la culture. Donc je voudrais me rassurer, quelle était la mentalité des femmes en ces périodes et que pense-t-on de la mentalité des femmes en ce jour concernant cette culture? Bon, alors, je suppose que derrière la question du taux de mortalité de la femme, en fait, les souffrances de la femme dans le cadre du contexte dans lequel nous discutons. Il y a Mme Mbou Honorine qui a écrit écrivaine, qui a écrit plusieurs bouquins là-dessus. Et un de ces derniers bouquins, c'était des mariages forcés à l'époque. Donc elle a interrogé plusieurs femmes qui ont vécu des mariages forcés. C'est-à-dire le genre de jeunes femmes qui se trouvent à 10-12 ans et qui découvrent que celui qu'elle considérait comme son père, c'est en fait son mari. Parce qu'elle a grandi dans sa belle famille, parce qu'elle était mariée de plus sur le ventre, etc. Elle a également parlé de plusieurs femmes qui ont vécu des moments traumatisants lors du mariage forcé. Mais ce qui est remarquable, c'est que aujourd'hui, nous avons des mariages qui sont consentis, mais qui ne durent pas. Où beaucoup divorcent très vite. Au bout de 7, 8, 9 ans, on divorce. Enfin, au bout de 20 ans, on divorce. Or, ces mariages qui n'étaient pas consentis, on savait que c'était des mariages les plus stables plus souvent. Parce que toutes les femmes qu'elle avait rencontrées, qui avaient un certain âge,
elles avaient 70 ans, 80 ans, elles étaient encore dans le village en Mali. Malgré toutes les souffrances qu'elles ont subies, elles étaient dans le Mali, elles étaient bien fières d'avoir des enfants d'un certain âge qui ont réussi. Donc, il faut se poser la question de savoir, en définitive, qu'est-ce qui est bon pour la société? Avoir une instabilité des couples telle qu'on vit aujourd'hui, sous le pouvoir de la liberté des uns et des autres de disposer d'eux-mêmes, ou bien avoir des sociétés qui sont quand même solides, même si c'est vrai qu'il y a de la souffrance humaine. C'est vraiment une question qu'il faut considérer. Donc, aujourd'hui, la mentalité des femmes est telle que, effectivement, elles revendiquent, effectivement, il y a beaucoup de souffrance dans les foyers. Et Madame Bou a encore sorti un livre qu'elle a intitulé « Mon mari, mon salaud », dans lequel elle relate un peu les souffrances des femmes dans les mariages modernes, contemporains, avec tout ce que les hommes font comme mauvais coup à leurs femmes. Et effectivement, ce qui fait qu'aujourd'hui les femmes sont très révoltées, très rebelles, et ça conduit à une instabilité. C'est que les choses vont. Et quand on parle d'instabilité dans le couple, c'est aussi l'instabilité dans le foyer, l'instabilité des enfants, surtout si ce soit à bas âge, etc. Mais je pense qu'il y a là une réflexion à faire, mais surtout une révolution dans la mentalité des uns et des autres. Les uns et des autres. Et souvent, c'est parce que les femmes sont dans une quête de l'exclusivité de l'homme qu'elles se retrouvent dans ce genre de problème. Elles veulent avoir un homme exclusif pour elles. Et ça crée des problèmes, forcément. Ça crée des problèmes. Si elles étaient dans une dynamique, comme on en voit aujourd'hui au Kenya ou bien dans d'autres pays, ou même au Bénin, où elles acceptaient effectivement de ne pas être exclusives, peut-être qu'elles souffriraient moins. Peut-être qu'elles souffriraient moins des actes d'un mari volage ou brutal ou violent. Elles souffriraient sur le... Dès lors qu'elle a ses enfants, qu'elle a son patrimoine, qu'elle a sa vie, elle ne subit pas de violence physique ou verbale ou morale. Mais je pense que tout dépend forcément aujourd'hui de la poursuite que les femmes font. Ça grâce à elles qui le font les foyers. C'est elles qui font et qui le font. Je vais rapidement revenir ou bien aborder un peu la question de la polygamie. Parce que, en fait, aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles ne veulent même pas entendre parler de la polygamie. Elles ont certainement leurs raisons. Mais je veux dire que la polygamie, le problème en polygamie ne devait même pas se poser. Pourquoi? Monsieur a épousé une première femme. Quand il décide d'épouser une deuxième femme, il trouve deux maisons, réalisées déjà avec son époux. Normalement, la femme avertie devrait saisir le juge de faire le cantonnement, c'est-à-dire cantonner les deux maisons que la deuxième épouse a trouvées parce qu'elle n'est pour rien dans ce patrimoine. Or, si vous permettez que la deuxième femme arrive et que vous nous dénoncez par le fait que elle a déjà trouvé, deux maisons et qu'elle n'est pas concernée, vous allez vous créer vous-même une confusion qui à long terme, au moment où on va ouvrir les successions, pourra avoir des conséquences parce que la deuxième femme donnera l'impression qu'elle aussi, elle était au moment de la réalisation des deux maisons. Donc, il y a ce qu'on appelle ici le cantonnement. Il faut cantonner les choses. Il épouse sa deuxième femme et tu lui dis, allez-y construire votre maison ailleurs, pas ici. Et je vais saisir le juge pour cantonner déjà ce qu'elle a trouvé. Lorsque la troisième femme arrive, la deuxième femme doit dire à la troisième femme, allez construire votre maison ailleurs, je vais cantonner déjà ce que tu as trouvé. Si vous ne le faites pas, vous créez la confusion. C'est-à-dire que même si la quatrième femme arrive, les deux maisons qu'elle va trouver, elle se sentira toujours concernée avec ses enfants. Et lorsqu'on va ouvrir la succession, la première femme, généralement, elles se sont traînées dans les tribunaux. Parce que tout simplement, tout le monde revendique ce qu'elle a fait avec son époux, au nom de l'état civil.
Donc, ce n'est pas la polygamie qui cause problème, mais c'est la technique en polygamie qui n'est pas connue par les femmes. Le droit a tout prévu en fait, même la coutume. Quand vous allez dans le village, généralement le patriarche a sa maison, et puis derrière, il y a les cuisines. Chaque femme a sa cuisine. C'est aussi ça en droit moderne, le cantonnement. Vous pouvez avoir 6 femmes, mais si chaque femme a son patrimoine, elle ne partira pas de son patrimoine pour aller déranger une autre femme dans son patrimoine avec ses enfants. Je vais terminer pour revenir un peu sur le problème que vous avez posé tout à l'heure. C'est une affaire d'identité, madame. C'est une affaire d'identité. Et l'identité pose 3 problèmes. Qui es-tu, Olongwaniévé? Quel est le nom de ton village? Et comment ton village est organisé? Si tu me dis aujourd'hui que vous avez l'impression que la femme est marginalisée, non. Malheureusement, la thématique aujourd'hui ne porte pas sur les droits et les libertés de la femme forte. Parce que si la thématique aujourd'hui portait sur les droits et les libertés de la femme forte, je devais te dire par exemple que le droit de divorcer est un droit qui est reconnu par la coutume, il n'est pas à base chez les femmes. La femme divorce chez les femmes, à condition de rembourser la dot. Donc c'est un droit. La filiation parentale aujourd'hui est un droit chez la femme, qui n'incombe pas seulement du droit civil, mais du droit coutumier. La coutume dit que si la femme fait l'enfant en mariage, cet enfant appartient à la femme et sa famille. Ça fait partie des droits de la femme. Donc ne montez pas toujours le fait que la femme chez les femmes, elle n'a pas de droit, elle est marginalisée. Non. C'est une affaire d'identité. Soit on abandonne notre identité et on prend chez les autres, on devient comme les autres, soit on reste nous-mêmes et on essaye de prendre ce qu'on peut prendre chez les autres, mais pas tout prendre. Parce que si on prend tout, il n'y aura plus de monnaie statou, monnaie pas, monnaie pas, monnaie quotidien, il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus ça. Il y aura, bon, moi je suis française de Libreville, bon, moi je suis français de Moquin, moi je suis français de Alibandel, voilà. Et là, après, les vrais Français vont nous dire, vous êtes des faux Français. Parce que vous avez pris notre identité. Voilà. Ce que nous faisons, c'est un travail d'identité. Qui sommes-nous en réalité? Voilà. Et ça ne veut pas dire que la femme est tellement marginalisée. C'est une affaire d'identité. Soit on renonce à notre identité, soit on l'accepte, soit on modère certaines choses. Oui, pour nos parents qui viennent aussi d'arriver, la thématique porte sur la dot, le mariage coutumier et les successions au Gabon. Voilà. Je voudrais savoir la valeur de la dot autrefois, aujourd'hui, et le simple fait qu'on puisse vouloir la supprimer sous prétexte qu'il n'y a pas de texte juridique. Qu'en pensez-vous? Sur la valeur de la dot. Chez les écans, chez les écans, il y avait la monnaie, c'était les barres de fer. C'était ça la monnaie chez nous. Au nombre de 9. C'était un chiffre bien précis. Le minimum qu'on puisse donner pour épouser une femme, c'était 9 barres de fer. Et il y avait les effets. Les effets, c'était des demandes spécifiques que la famille pouvait faire. Prendre la famille, ce n'est pas tout le monde, c'était moi les proches de la famille, le père, la mère. Et puis après, il y avait les revenus issus des jeux pour toute la communauté. Donc c'était assez hiérarchisé. Il y avait donc les barres de fer qui revenaient au père, les effets que la maman se distribuait, et puis le reste, c'était un peu tout le monde, la communauté, les parents, etc. C'était ça au départ. Après, il y a eu bien entendu, maintenant, on va dire, la monétarisation, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, on est dans le franc CFA, dans les euros, et puis le fait que les barres de fer n'avaient plus de valeur. On avait trouvé un autre moyen de valoriser donc la note. Donc on est parti maintenant dans des considérations financières, en fonction des moyens des gens. Et puis il y a eu, on va dire, des exagérations qui sont venues non seulement à l'orgueil de l'homme qui vient pour montrer qu'il a les moyens de sa politique, mais également l'exigence des femmes qui estiment que bon,
Elle ne peut pas aller en mariage si on n'a pas de poussé à un certain niveau, surtout que sa copine aussi a fait un mariage autre, surtout que sa soeur a fait un mariage autre. Et on est parti, aujourd'hui on est dans des niveaux extrêmement élevés. Je pense que la femme la plus chère au Gabon a coûté 30 millions. Et tout est mal épousé. Plus cher, 30 millions. 31. 31. Voilà. Bon, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il y a des gens qui disent de ne pas se marier. Donc, quand maintenant l'État ramène ça à 1,5 million, mais le test n'est pas encore sorti, il est sorti. Ouais. Il n'est pas encore sorti. Jusqu'à présent, on attend que le mariage coutumier soit légalisé. Ça n'est pas légalisé, c'est encore des débats, des discussions. Mais la note a été supprimée en 63, hein. C'est Léon Baké qui l'a supprimée. Depuis 63 jusqu'à aujourd'hui, et la femme qui va accepter un mariage sans sang et c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'en fait on interpelle nos juristes pour dire, mais écoutez, réfléchissez pour voir comment on peut codifier cette affaire-là et puis on s'en sort. Sinon on est vraiment dans une situation très dramatique où la dot, officiellement quand on dépose une femme on va la doter, on est dans l'illégalité, on peut nous arrêter. Mais on ne peut pas non plus ne pas le faire parce que sur le plan mental, psychologique, on a du mal à imaginer qu'on va prendre une femme qu'on la dote pas. C'est impossible pour les hommes, c'est impossible pour les enfants. Sans compter tous les effets de la dot, c'est-à-dire la filiation, le nom de l'enfant que tu prends, etc. Donc il faut que le juge se porte question. Alors, ils ont discuté sur la question parce qu'ils ne savent pas comment jusqu'à poser le mariage civil et le mariage coutumier. Ils ne savent pas comment on va faire. Mais pourtant c'est très simple. Des gens qui veulent se marier au régime monogamique, communauté des biens, ils peuvent choisir de se marier au mariage civil. Ceux qui veulent se marier à la mariage. Donc je pense que si le législateur a ajouté cette mesure, surtout pour protéger les enfants qui causent des héritages, c'est mon avis. Voir que ton enfant que tu fais avec ta femme. Mais au fur et à mesure, les choses ont changé. Tu reconnais l'enfant de ta soeur parce que tu es fonctionnaire, tu vas prendre l'argent, mais tu ne t'occupes pas de cet enfant. Par contre, le père géniteur, lui, il peut bien s'occuper de cet enfant en disant, il vaut mieux que ton père assume ce qu'il a fait. S'il ne l'assume pas, au moins tu sauras que c'est ton père qui n'a pas voulu assumer. Moi, le frère de ta mère, je vais faire ce que je peux. Pour que le problème ne se pose pas effectivement si je meurs. Je pense que c'est à ce niveau où on a pensé à dire en sorte à ce que le père lui-même doit reconnaître son enfant, être responsable de son enfant. Quand si l'homme a eu 10 gosses avant de se marier, et avec sa femme, ils ont eu juste un enfant. Mais à l'époque où on faisait ça, avec les 10 mamans différentes, les enfants étaient exclus de l'héritage. L'enfant issu du couple. Mais, et l'enfant du couple et les 10 enfants que le monsieur avec les 10 mamans différentes ont tous les mêmes droits. C'est pourquoi aujourd'hui on a ajouté la mention 5 dans la scène brûlante, malgré qu'il soit dehors. C'est pourquoi le législateur a l'enfant issu du couple. Mais, et l'enfant du couple et les 10 enfants que le monsieur avec les 10 mamans différentes ont tous les mêmes droits. C'est pourquoi aujourd'hui on a ajouté la mention 5 dans la scène brûlante, malgré qu'il soit dehors. C'est pourquoi le législateur a... Et c'est vraiment bien pour l'enfant. Merci, monsieur le maire, pour cette intervention. C'est un conformément à nos coutumes. Vous acceptez de prendre sa dot quand on vient vous épouser. Et lorsque le monsieur là décide maintenant, tôt ou tard, parce que c'est son enfant qu'il avait doté d'ailleurs, pas déjà en mariage, il décide maintenant de prendre la dot de son enfant pour soulever encore l'exception, c'est l'enfant de la famille maternelle, alors que quand il avait doté sa mère, il avait également légitimé l'enfant
puisqu'il avait donné 100 000 pour la dot de cet enfant. Donc il a reconnu officiellement l'enfant né hors les liens du mariage. Et la famille maternelle avait accepté cette reconnaissance-là. Et le jour où le père décide maintenant de prendre la dot, on voit encore les oncles maternels qui arrivent pour rappeler que c'est l'enfant de notre sœur avant le mariage. Et donc, voilà. Et donc, puisque vous avez pris 2 millions, vous divisez les 2 millions parce que l'enfant est né hors mariage. Et là, vous oubliez que quand il avait épousé sa mère, il a également légitimé l'enfant en déposant 100 000 francs CFA. Il faut qu'on se comprenne. Soit dans les débuts, vous ne prenez pas l'argent de la dot des enfants. Comme ça, l'enfant demeure avec le statut de sa mère. Et comme ça, lorsque l'enfant ira en mariage, les oncles maternels pourront dire, donnez-nous la dot, c'est à nous que cette dot s'adresse. Mais vous ne pouvez pas à la fois prendre l'argent de la dot des enfants et revenir plus tard pour dire, puisque l'enfant naturel va déjà en mariage, c'est à nous la dot. Ça aussi, ça cause un problème dans notre communauté. Elle n'est pas coutumière. Donc les gens en profitent, mais lorsqu'on sait, on ne peut pas se permettre de faire ça. De dire qu'on va doter l'enfant. L'enfant ne se dote pas. Ça n'existe pas chez nous. Voilà. Donc un enfant qui est né en mariage, il est dans la filiation de sa maman, on ne peut plus rien y faire. Si le papa veut qu'il s'en occupe, et qu'il sache que sur le plan coutumier, il n'a aucun droit sur cet enfant. Matriarcat ou matriarcat, c'est très difficile. L'homme prend quoi? On prend. L'homme prend patriarcat ou matriarcat? Matriarcat. Non. À mon avis, hein, l'enfant est un côté, un moment patriarcat, un moment matriarcat. Vous avez raison. Pourquoi? Parce que... Non. Attendez. Non, vous avez le micro. Non, papa. Papa. Je voulais pas pour avoir raison. On est là pour apprendre. Patriarcat. Un moment de matriarcat. À quel moment on est matriarcat? C'est au moment où ma soeur fait les enfants chez moi, chez mon père. Tous les enfants qu'elle va mettre au monde sont du côté de la mère, sont matriarcat. Mais ma soeur qui sort de chez mon père pour aller faire les enfants chez son mari, là, mais ils sont patriarcat. Hein? Moi, c'est de moi ma fille. Hein? Oui, effectivement, et ça c'est une nouvelle société, c'était pas comme ça. Mais puisque nous sommes en arrivé là, effectivement, on est obligé de parler ainsi, parce que la filiation de l'enfant né hors mariage se fait conformément à sa mère. Et l'enfant né dans le lieu du mariage se fait conformément à son père. Et là, du coup, nous rejoignons les autres. Parce que dans notre communauté, normalement, la filiation se fait soit par rapport à la mère, soit par rapport au père. Aujourd'hui, normalement, le principe, c'est que ça se fait par rapport au père. Mais nous-mêmes, nous avons payé l'exception parce que nous avons accepté que la filiation des enfants naturels se passe aussi actuellement. Et nous avons payé, nous-mêmes nous avons payé. Sinon, le principe, c'est que l'enfant appartient à son père. Et nous-mêmes, nous avons créé la situation que nous assumons aussi aujourd'hui. Excusez-moi. L'organisation non gouvernementale Génération Ekan, dans le cadre de la clôture de ses activités annuelles, a organisé ce samedi une importante cérémonie à la mairie du 5e arrondissement. Une rencontre qui rentre en droite ligne de sa politique de la promotion de la culture Ekan à travers le Gabon et dans le monde. 3 temps forts. Le premier temps fort, c'est la rencontre des meilleurs champions du Songo, du Gabon. Nous avions fait cet exercice de regrouper tous les bons joueurs du Gabon pour qu'ils viennent disputer la ceinture de l'éternel champion que tout le monde connaît au nom de Vivi. Donc la bataille est profonde, les jeux se poursuivent. Le deuxième temps fort était l'éclaircissement au niveau du mariage coutumier, dot et effectivement la succession, le droit de succession. Parce que nous avons beaucoup constaté que lorsque un partenaire venait à mourir, les enfants, les veuves sont dehors. Il faut bien nous dire qui a tort, la coutume, qui a tort, la tradition ou encore le civil, ou encore les membres font comme ils veulent faire. Une rencontre qui a été approuvée par les participants
au regard de la qualité des échanges et des activités. Je suis assez heureuse de l'événement, l'initiative étant d'embrasser notre culture écan. Et nous avons évidemment organisé un concours qui est un match de jeu de Sango, vraiment très important dans la culture écan, spécialement pour les femmes. C'est un jeu qui demande de la stratégie, une sincère concentration, mais aussi un rapprochement, une socialisation avec la communauté. Et donc, ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est d'apporter une certaine importance et amour à qui nous sommes concernant notre identité. L'organisation Génération Écan ne pense pas s'arrêter en si bon chemin. Elle a pour objectif de fédérer les fonds du Gabon et ceux de la diaspora dans un idéal, celui de voir cette ethnie sauvegarder son authenticité dans la modernité. Voilà, il a choisi son destin. J'ai juste la chance. International au pareil, hein? Ça, on est notre fierté. My cher meilleur, et David Bravoba, artiste, auteur, compositeur, chanteur, danseur, chorégraphe unique en son genre. Il faut bien donner, meilleur de don, Indienne. Et pour bien donner, on a pour dire que ton Indienne. Ah non, il vient
diga jam nuwe e por nya to na man mor nya to disen e dinga deni ati jor mi la ko ay ko ba ko sama nya bere biamba ko sa morani bo ko mor ja balan ko bala ma ko balwa e mo diga jam nuwe e o nya to na man ye waso to disen ayo wasatum igen ayo wanga yigebe abo malume de yigewa ayo manyuge ayo mameleda ayo majiya ya ngoma anambara loshi oshikabe madama bata kanyanga buta mponde amani eyo nya dona mana monya to dikola adama kuma yuwa Como